Bonjour à tous, bienvenue. Merci de votre présence aujourd'hui. On est ravis de pouvoir évoquer avec vous ce passionnant thème de renforcer la résilience des territoires par la coopération entre acteurs privés et publics. Je suis Ninon Galize, je suis Senior Manager Impact et Durabilité au sein du cabinet de conseil Bartol. J'interviens depuis une douzaine d'années sur des sujets de transformation vers des modèles à impact et des modèles durables. Et j'ai le plaisir d'accueillir avec moi aujourd'hui pour témoigner de leur expérience Eugénie Monnier, que je vais laisser se présenter, et Nathalie Jarose. Bonjour. Ça fonctionne ? Okay. Bonjour, Eugénie Monnier, je suis responsable du service Eau dans la ville chez Eau Publique par Est Ensemble, la régie publique de l'eau et de l'assainissement d'Est Ensemble, un territoire au nord-est de Paris. Bonjour à tous, donc moi je suis Nathalie Jarose, je suis responsable du pôle eau, déchets, économie circulaire et maintenant biodiversité au sein de la direction RSE du groupe RATP. Merci à toutes les deux, on est honorés et ravis de pouvoir faire cette intervention à vos côtés aujourd'hui. J'ai cherché en préparant cette intervention une phrase un peu choc qui puisse capter votre attention pour débuter. Et puis j'ai lu ce matin 2 articles dans Le Monde, pour ne pas citer le journal, qui expliquaient qu'il y a 3 ouragans qui naviguent actuellement au large des côtes de la Floride, que 23 départements sont en vigilance orange crue inondation. Ce ne sont pas les informations que j'avais choisies, mais ça aurait pu. Mais voilà, 2 chiffres un peu chocs, justement, qui en tout cas, moi, m'ont beaucoup marqué cette dernière année. Les Hauts-de-France figurent parmi les 10% des régions les plus menacées au monde. Par le dérèglement climatique, évidemment, on est là pour se parler de ça aujourd'hui. La France se réchauffe en moyenne 20% plus vite que le reste du monde. Face à cette réalité, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que renforcer la résilience de nos territoires n'est plus une option, évidemment. On en arrive presque à une question de survie collective. Et c'est une vraie question. Les territoires et les organisations subissent de plein fouet les effets du dérèglement climatique. Donc on a évoqué les Hauts-de-France, par exemple, qui ont subi ces 2 à 3 dernières années des inondations majeures, y compris dans des zones qui étaient classées jusqu'à présent zones non inondables. Les Pyrénées-Orientales, qui sortent il y a tout juste quelques semaines d'une période de sécheresse qui a duré près de 3 ans. Dans tous les secteurs d'activité, il y a des pénuries, des ruptures d'approvisionnement, des ruptures des chaînes logistiques qui perturbent les opérations et qui impactent directement la capacité des entreprises à assurer la continuité de leur activité. Face à cette situation et face à ces défis, la coopération entre les acteurs privés, d'une part, et les acteurs publics et privés, d'autre part, est indispensable pour parvenir à imaginer des solutions qui soient résilientes et durables et qui permettent effectivement aux territoires de s'adapter aux impacts du dérèglement climatique et de trouver des solutions et des réponses aux défis qui sont posés par le dérèglement climatique. Il y a une citation, toujours en préparant cet atelier, sur laquelle je suis tombée et que j'ai bien aimée, qui est de Pablo Servigné, qui a publié cet ouvrage en fait, qui s'appelle « L'entraide, l'autre loi de la jungle » aux éditions Les Liens qui libèrent en 2017. Et un des constats qu'il tire, c'est que contrairement à une idée relativement répandue, dans la nature, en situation de crise, que ce soit entre végétaux ou entre animaux, la loi qui prévaut, c'est la loi de la coopération. La loi du plus fort, en vérité, n'existe pas dans la nature. Ce qui assure la survie des espèces, c'est non seulement l'adaptabilité, ce que Darwin a démontré, mais c'est aussi la capacité à s'entraider et la capacité à collaborer. À notre échelle aussi, il est nécessaire aujourd'hui de parvenir à sortir d'une vision survivaliste de la compétition pour intégrer des logiques de coproduction, de partage de la valeur et de coopération. Pour une entreprise, les entreprises ont évidemment un rôle à jouer dans cette démarche. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire être en mesure de mutualiser les savoirs, les compétences, les connaissances pour faire émerger des solutions qui permettent d'optimiser l'utilisation des ressources, d'anticiper les risques et d'assurer une meilleure gestion des crises à venir. Cette notion de coopération en faveur de la résilience, elle n'est pas nouvelle. Ça fait déjà plusieurs décennies que différents acteurs à l'échelle du monde, à l'échelle internationale, travaillent sur ces sujets. 3 exemples assez que vous connaissez peut-être déjà, et c'est l'objectif assez classique, je dirais, de modèles de coopération qui sont possibles.
Le premier, c'est le premier projet d'écologie industrielle et territoriale qui se situe au Danemark. Alors, excusez-moi si quelqu'un parle danois et que je prononce mal. Donc c'est le projet de Kalundborg qui a une 50aine d'années. C'est un quartier industriel. Les flux que vous voyez modélisés en vert, en bleu et en rose sont des flux d'eau, d'énergie et de matières premières. Donc ça fait une 50aine d'années qu'à l'échelle d'un quartier industriel, on est en capacité de modéliser des systèmes d'échange d'énergie, de ressources. Un autre exemple de coopération qui est assez ancien et que vous connaissez, c'est tout simplement celui des chaires universitaires. La chaire dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est donc la chaire AgroSys, qui est une chaire de l'Institut Agro Montpellier, qui est spécialisée dans les systèmes agricoles innovants et durables et qui met autour de la table des laboratoires de recherche, des étudiants et des entreprises pour réfléchir à des solutions de pratiques agricoles qui n'utilisent pas d'intrants, de création d'énergie verte, d'utilisation des coproduits issus de l'agriculture. Trouver des solutions qui permettent véritablement et en l'occurrence des solutions plutôt innovantes, qui permettent véritablement de faire avancer la réflexion sur les systèmes agricoles. Il y a un troisième exemple que j'ai trouvé particulièrement intéressant. En 2011, Danone, Eau France, Carrefour et ID Logistique ont créé le premier entrepôt, ils ont appelé ça un entrepôt mutuel, enfin ça s'appelle un entrepôt mutualisé de consolidation aval, qui est basé dans les Bouches-du-Rhône et qui est alimenté par fer. Et c'est la première fois qu'une entreprise s'associe avec un client, donc en l'occurrence Danone et Carrefour, pour créer un entrepôt mutualisé qui optimise et simplifie les opérations logistiques. L'idée de cet entrepôt a émergé dans le cadre du Club Déméter, dont font partie Danone et Carrefour, qui est un écosystème du secteur, je vous le lis encore une fois, excusez-moi, un écosystème du secteur agricole et agroalimentaire qui réfléchit aux dynamiques intersectorielles. Donc cette notion de mise en contact, de mise en commun pour faire émerger des opportunités, elle est particulièrement importante. Et d'ailleurs, chez Bartol, on est en train de structurer une démarche qui est dans le même esprit, je dirais, puisqu'on est en train de créer un cercle entreprises, ressources et territoires qui va réunir autour de la table des entreprises qui ont soit un fort ancrage territorial, soit un fort impact territorial, et des acteurs publics, notamment des collectivités, justement pour matérialiser et faire émerger ces opportunités de coopération et favoriser ainsi leur réalisation. Plus récemment, d'autres projets sont venus vraiment témoigner de l'essor, je dirais, de cette dynamique de coopération. Vous connaissez également forcément le concept, les clusters. Voilà, là, j'ai choisi de mettre en avant Lyon-Vallée de la Chimie, qui est un cluster chimique qui réunit des entreprises, des laboratoires, des universités en proximité géographique. L'idée des clusters, c'est vraiment de se dire on a besoin d'être en proximité géographique, ancrée au sein d'un territoire, pour pouvoir réfléchir ensemble et faire émerger des solutions. Les symbioses industrielles également continuent à se développer. Vous avez là l'exemple d'une modélisation extrêmement simplifiée, donc je vous laisse imaginer la complexité du projet dans les faits, de la zone industrielle de Dunkerque, qui a mis en place, et de la même manière que ça a pu se faire au Danemark, des flux de matériaux, de ressources, de matières premières. Donc là, on voit les flux de briques, de métaux, de lait et de produits laitiers, d'énergie, d'acide, et puis autres flux, voilà. différentes matières. Et un projet extrêmement intéressant et qui fait un peu le lien avec ce dont on va vous parler aujourd'hui, ou en tout cas un type de dispositif extrêmement intéressant, ce sont les projets d'expérimentation européenne. Puisque l'Union européenne est très engagée pour faire également émerger ces solutions de coopération à l'échelle européenne. Et donc voilà, le projet dont je voulais vous parler aujourd'hui, parce que je le trouve vraiment particulièrement intéressant, c'est le projet BioWind, qui est un projet espagnol qui a vu le jour dans les Asturies. En l'occurrence, ils ont installé une ferme d'éoliennes dans une zone très rurale, donc avec un impact sur le paysage extrêmement fort. Et pour favoriser l'acceptation des populations, ils ont co-conçu avec les populations locales un système de partage de la valeur. Donc tout le produit qui est issu de la revente d'énergie issue de ces éoliennes est partagé avec les habitants de la région pour financer différents projets qui permettent à la région de se développer. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Qu'est-ce qu'on vient faire dans tout ça, nous Bartol, donc un cabinet de conseil.
je dirais que dans des projets de grande envergure à vocation opérationnelle, nous, on intervient vraiment comme un tiers de confiance facilitateur. On a un certain nombre d'expertises, alors des expertises en durabilité de manière générale, des expertises en économie circulaire, en impact territorial. On est en mesure d'accompagner les parties prenantes d'un projet sur l'identification et la mise en œuvre des leviers de résilience qui sont pertinents pour ce membre ou ces membres-là. On fait de l'intelligence collective, on a un cabinet de transformation à l'origine, donc on fait aussi bien sûr de l'intelligence collective, de la gestion de projets complexes, multi-acteurs, etc. Et on accompagne la concrétisation de ces partenariats. Mais plus spécifiquement, quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur et sur lequel on travaille maintenant depuis quelques années, enfin quelques mois plus exactement, c'est la concrétisation de modèles d'économie régénérative. Je reviens très très rapidement sur ce qu'est l'économie régénérative, au cas où certains dans la salle s'interrogent sur cette terminologie. Donc concrètement et très rapidement, en quoi ça consiste l'économie régénérative? C'est vraiment cette idée de passer d'une économie extractive, dégénérative, à une économie régénérative. Le point de départ de cette réflexion, c'est de dire la limitation de nos impacts négatifs ne suffit plus. Il faut qu'en tant qu'entreprise, on arrive à générer des impacts positifs. Donc comment est-ce qu'on passe d'un modèle où finalement le rôle principal de l'entreprise c'est de créer de la valeur pour ses actionnaires à un modèle où le rôle principal d'une entreprise c'est de répondre à un besoin, qu'il soit un besoin social, économique, sanitaire, environnemental, voilà, chacun son secteur d'activité, de répondre à un besoin au service de la société et au service des écosystèmes humains, animaux, végétaux, etc. Ça n'est pas une conception économique qui est incompatible avec le capitalisme, pour le dire de manière assez simplifiée, mais en tout cas avec la rentabilité. Au contraire, un des principes de l'économie régénérative, c'est vraiment de dire il faut que vous soyez rentable pour pouvoir répondre à un besoin et pour pouvoir jouer votre rôle dans un écosystème. Et mettre en place un modèle d'économie régénérative, ça veut dire multiplier et mettre en musique des pratiques régénératives qui sont, voilà, par exemple, celles que vous voyez à l'écran et dont vous connaissez, je pense, la majeure partie. Pour finalement faire marcher les différents rouages, je dirais, entre eux et arriver à générer de nouvelles opportunités business et de partenariat pour les entreprises. Et donc de nouvelles coopérations et de nouveaux, je l'ai dit, mais partenariats. Pour y arriver de manière assez, dans un temps, je dirais, relativement court et réaliste, on a développé un atelier d'expérimentation qui dure 3 heures, qui s'adresse plutôt à des dirigeants, et on propose à 5 à 10 personnes de réfléchir en 3 heures à le régénératif, de quoi on parle. On partage un peu de benchmark, quelques illustrations, et surtout l'essentiel de l'atelier est consacré à la mise en pratique. Donc vraiment développer pour votre entreprise ou territoire, parce que ça s'adresse complètement au territoire également, un modèle d'économie régénérative sur un besoin et une géographie donnée. On a développé cet atelier en partenariat avec l'entreprise Symbiotique, qui a été fondée par Isabelle Delannoy, qui est l'autrice de l'ouvrage qui s'appelle L'entreprise symbiotique et qui fait référence sur ce sujet-là. Et eux ont développé une méthodologie d'animation qu'ils appellent donc la spirale et qui permet, en partant d'un besoin pour l'entreprise, donc voilà, pour la RATP, ça pourrait être par exemple j'ai besoin de nettoyer mes trains. Voilà, c'est un besoin chez moi. Et de se dire comment est-ce que je pourrais nettoyer mes trains, mais d'une manière qui soit respectueuse des écosystèmes au sens large du terme. Et en mobilisant ces différentes pratiques régénératives, et en les combinant les unes avec les autres, en allant chercher des partenaires potentiels et des opportunités d'ouverture potentielles, on arrive à développer des modèles d'économie régénérative qui sont hyper puissants pour voilà, modéliser et matérialiser les coopérations qui sont possibles selon vos secteurs d'activité. J'en ai fini pour cette partie introductive. J'en ai fini pour cette partie introductive et je vais changer de place. Hop là, pardon, parce que j'avais besoin de parler en étant debout, mais voilà qui est terminé. Et aujourd'hui, on voulait vous parler d'un projet plus particulier, qui est un projet donc, de valorisation des eaux d'Exor,
qui a été menée par la RATP, et je vais laisser évidemment Nathalie vous le présenter dans un instant, qui a été menée depuis 1 an et demi, 2 ans, par la RATP et qui se concrétise aujourd'hui, notamment sur le territoire Est Ensemble et notamment au sein de la ville de Bobigny. Et donc voilà, Nathalie et Eugénie sont ici pour vous présenter ce magnifique projet. Nathalie, on va démarrer avec toi si ça te convient. La RATP récupère des eaux d'exor depuis toujours. Finalement, pourquoi est-ce que vous avez souhaité vous lancer dans un projet de valorisation externe maintenant et peut-être avant? Est-ce que tu veux que je diffuse le petit film qui présente les eaux d'exor? Je vais peut-être faire une rapide introduction, mais ça te laisse le temps de translater pour aller jusqu'à la vidéo. Bonjour à tous. Donc effectivement, on a une petite vidéo assez courte pour vous présenter ce que sont les eaux d'exor, parce que c'est peut-être quelque chose qui ne parle pas à tout le monde et c'est tout à fait normal. En substance, les eaux d'exor, ce sont des eaux d'infiltration qu'on récupère dans toutes nos infrastructures ferroviaires souterraines et qu'on évacue, puisqu'il y a évidemment un enjeu d'inondation des infrastructures de transport. Donc, ce volume dont on parle, il représente, et c'est affiché à l'écran, à peu près 8 millions de mètres cubes d'eau par an. Donc, c'est un volume considérable qui est réparti sur à peu près 300 ouvrages, donc qui suivent globalement les tracés de nos infrastructures de transport. Avant de continuer, je vais peut-être laisser la petite vidéo. Ça vous donnera quelques infos et quelques visuels. En 2023, la France fait face à une sécheresse hivernale sans précédent. Mi-mai, 40 départements sont déjà en état de vigilance sécheresse. Face aux défis climatiques, les villes ont désormais un rôle majeur à jouer dans une gestion plus durable et raisonnée de l'eau. C'est le cas de Paris, où chaque jour, la RATP récupère 25 000 m3 d'eau souterraine, ou eau d'exor, soit l'équivalent de 10 piscines olympiques. Cette eau est issue de phénomènes naturels, mais aussi d'activités humaines. Sur près de 300 postes d'épuisement, nous suivons les volumes collectés et évacués sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, au sein du groupe RATP et en collaboration avec tous les acteurs clés du secteur de l'eau, nous nous engageons à valoriser cette ressource essentielle. Notre ambition est de mettre chaque année ces 8 millions de mètres cubes à disposition de projets locaux qui améliorent la qualité de vie en ville. Pour l'instant, nous revalorisons une petite partie de cette eau, en alimentant le réseau de gestion du froid, en nettoyant les matériels roulants de la RATP, ou encore en arrosant les espaces verts du réseau de tramway. Mais comme nous avons soif d'idées, nous voulons irriguer le territoire de nouveaux partenariats, afin de valoriser ensemble les ressources de la ville de demain. Merci Ninon. Alors, donc peut-être pour vous redresser un panorama, donc on a vu globalement ce que sont les eaux d'exor, on a eu quelques chiffres, quelques ordres de grandeur que vous voyez affichés à l'écran. Pour prendre un peu de hauteur, peut-être vous rappeler quand même que les enjeux de préservation de la ressource en eau d'une manière générale sont au cœur des priorités de la RATP depuis très longtemps. Hein. Ça fait l'objet de multiples orientation, chantier de nos feuilles de route RSE notamment. Donc comme le disait Ninon, on récupère des eaux d'exor depuis toujours. Sinon, vous ne pourriez pas prendre les transports en commun. Alors parfois, quand vous ne pouvez pas les prendre, ça ne veut pas dire que c'est à cause des eaux d'exor néanmoins. Mais voilà, c'est un sujet, puisque cette eau, elle est là, il faut qu'on la collecte, il faut qu'on l'évacue. Et peut-être que ce chiffre vous a frappé dans la vidéo. On parle de 3% réutilisés par la RATP. Ça peut paraître pas beaucoup sur 8 millions de mètres cubes. Il faut quand même se dire que cette eau, elle est collectée à peu près sur les linéaires de métro que vous pouvez prendre peut-être au quotidien. Et ce n'est pas forcément là où nous, RATP, on a besoin d'eau dans le cadre de nos activités, et notamment sur tout ce qui est, par exemple, lavage de matériel roulant, comme on a pu en parler tout à l'heure. Donc ces volumes, ils sont effectivement collectés, à 75% aujourd'hui rejetés dans le réseau d'assainissement, ce qui pose aussi d'autres questions de saturation des réseaux d'assainissement en Ile-de-France d'une manière générale. Et on a des conventions passées avec notamment la police de l'eau, les services de canaux, pour pouvoir renvoyer cette eau vers le milieu naturel, puisque ça reste une eau qui est infiltrée naturellement dans le sol et qui du coup est de très bonne qualité et ne pose pas de difficultés particulières. Elle est certes pas potable, mais elle est de très bonne qualité. Donc notre enjeu aujourd'hui, et c'est l'objet un peu d'efforts renforcés qu'on a pu mettre en place ces dernières années, c'est de chercher à valoriser cette eau, puisque c'est une démarche aussi qui s'inscrit pleinement dans la publication du plan eau qui a été annoncé par le président
président de la République en mars 2023. Ce plan eau, il vise à quoi? Il vise à globalement à mobiliser tous les acteurs nationaux pour préserver la ressource en eau, réduire nos consommations et donc travailler collectivement à essayer aussi de substituer certains usages soit sur du non potable, soit voire même d'avancer des projets de renoncement, et je pense qu'on aura aussi l'occasion d'en parler à d'autres reprises. Et je crois que vous avez également formalisé en 2023 votre plan, enfin je sais, que vous avez également formalisé en 2023 votre plan de sobriété hydrique. Est-ce que ça y contribue d'une certaine manière ? Effectivement, alors la volonté de notre PDG Jean Castex a été de formaliser un plan de sobriété hydrique pour la RATP avant même que le plan eau ne soit annoncé. Donc finalement, on n'était pas surpris de cette publication du plan eau. Mais par contre, on a souhaité aller plus loin, puisque ce plan eau demande à toutes les filières de structurer des plans de sobriété. Donc typiquement, nous, RATP, on est concernés par la filière ferroviaire. Je ne vous cache pas que je ne sais pas où en sont les travaux de la filière ferroviaire, mais en tout cas, côté RATP, on a pris les devants et donc formalisé ce plan de sobriété hydrique en 2023. Qui est constitué de 5 grands chantiers, somme toute classiques, mais avec un chantier qui est celui dont on se parle aujourd'hui, qui est celui de la valorisation des eaux non potables, que ce soit les nôtres ou les autres sources d'eau non potable qu'on peut connaître, comme les eaux de pluie par exemple, et vraiment de travailler, et c'est une des priorités de notre président, à substituer les usages qui sont aujourd'hui faits sur du potable par du non potable. Bien évidemment, on ne parle pas ici des usages sanitaires du personnel ou des clients voyageurs, mais bien des process plutôt industriels comme l'arrosage ou le lavage. Avec... Pardon, je ne savais pas qu'il y avait une petite animation. C'était pour montrer l'eau qui coule. Ça coule, oui. Mais non, mais ça en fait beaucoup en fait. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte. Là, on donne des chiffres, on dit 8 millions. Alors oui, on se dit 8 millions, c'est beaucoup. La vidéo, je crois, parle de 10 piscines olympiques, ouais. 25 000 litres d'eau par jour. Ouais. Mais voilà, si tu peux peut-être revenir en arrière si tu y arrives. Et désolé pour le bruit que fait la vidéo. Tu peux plus du coup. Bon. Faut vraiment s'imaginer des ouvrages où on a de l'eau qui coule comme ça en continu, à peu près au même niveau que les voies, comme c'était montré dans la vidéo, et qui viennent alimenter des petites piscines comme ça. Et puis avec un système, somme toute, très simple de pompes, de systèmes d'évacuation qui permettent rapidement de pouvoir vidanger cette eau, puisque si le niveau monte trop, il va revenir au niveau des voies et ça va poser d'autres problématiques. Et vous avez eu, dès le départ, une approche très territorialisée de ce sujet. Concrètement, il faut se dire que la RATP est un acteur évidemment bien implanté sur le territoire. On a une vocation et une volonté d'être acteur de la ville durable. Et puis, ces 8 millions, on ne va évidemment pas trouver tout seul des exutoires pour pouvoir les utiliser, sachant que la consommation moyenne annuelle de la RATP est de l'ordre de un peu moins d'1 million de mètres cubes d'eau par an. Donc quand bien même on arriverait à substituer des usages sur du non potable, on est très très loin des 8 millions de mètres cubes disponibles sur le territoire. Donc l'idée c'était vraiment de pouvoir pousser ce projet de valorisation, de concrétiser des actions, des projets très concrets de valorisation des eaux d'Exor, et puis de se dire cette eau elle est là, elle est sur le territoire, elle pose tout un tas de problèmes au niveau des stations d'épuration parce que, encore une fois, elle est de bonne qualité. Donc elle est envoyée dans des stations d'épuration collective. Ça vient saturer ces stations-là pour traiter de l'eau qui finalement n'a pas besoin d'être traitée en l'état, ou tout du moins pas pour être potable. Et donc ça fait écho au plan eau et à de se dire que on est suffisamment maillé sur le territoire et on a suffisamment d'eau d'Exor répartie à peu près sur tous les territoires Île-de-France que ça vaut le coup quelque part d'aller proposer cette eau, alors dans le cadre de projets à construire et à monter, et c'est ce qu'on a fait avec Eugénie notamment, mais pour aller plus loin et pouvoir mettre à disposition cette ressource. Et justement, Eugénie, il y a un projet qui est en cours de montage, je dirais, parce que ce sont des projets qui sont assez importants, donc ça prend un petit peu de temps à se monter, avec la ville de Bobigny. Est-ce que tu peux nous en parler davantage, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Le territoire d'Est Ensemble, c'est au nord-est de Paris, c'est entre Pantin, Montreuil, Bobigny, Bondy, Noisy-le-Sec, pour vous situer un petit peu. Et là, on parle d'un projet de renouvellement urbain sur Bobigny, et avec cette opportunité d'un poste d'épuisement qui rejette près de 100 000 m3 par an. Et on s'inscrit du coup dans un projet de renouvellement urbain, c'est-à-dire avec des interventions assez lourdes sur le bâti et sur les espaces publics, qui vont nous permettre d'intégrer cette valorisation des eaux d'Exor, sachant que pour Est Ensemble et Eau Publique par Est Ensemble, c'est pas un sujet nouveau. La question de l'eau, c'est nos métiers. On est gestionnaire du réseau d'assainissement et d'eau potable. On travaille aussi sur la réduction de l'apport d'eau pluviale au réseau d'assainissement
pour les mêmes raisons que expliquées par Nathalie précédemment, question de saturation, etc. Et du coup, on souhaite aujourd'hui concrétiser un petit peu les réflexions qui étaient menées par le schéma directeur d'eau non potable adopté par Est Ensemble via ce projet à la préfecture de Bobigny. Et du coup, la volonté, c'est d'installer une borne de distribution d'eau non potable pour des usages qui ne nécessitent pas de l'eau potable. Donc on a entendu pour les usages de la RATP, le lavage des trains, etc. Mais pour les services communaux, ça peut être l'arrosage des espaces verts, l'entretien de l'espace public, l'hydrocurage aussi de nos réseaux d'assainissement, parce qu'en fait on envoie à haute pression de l'eau potable dans les réseaux d'assainissement pour les nettoyer. On imagine bien qu'on n'a pas besoin d'eau potable pour faire ça. Et du coup voilà, donc grâce à cette opportunité de projet de renouvellement urbain, on prévoit l'installation d'une borne de distribution d'eau non potable, mais également un autre enjeu fondamental du coup, qui rejoint un petit peu les différentes politiques portées par Est Ensemble sur l'eau en ville, qui permet le rafraîchissement de la ville et l'adaptation des quartiers un petit peu en surchauffe, c'est la présence de l'eau en ville. Et en plus du coup d'utiliser cette eau d'exor pour des usages urbains, on compte aussi la mettre au cœur du quartier avec une rivière urbaine qui viendrait faire réduire les îlots de chaleur et rafraîchir un petit peu la ville. C'est une démarche qui, dès le départ, on l'a dit, a vraiment été initiée au cœur des territoires. Quel enjeu il y a, selon vous? Et je trouve que c'est particulièrement intéressant parce qu'on a d'un côté le producteur, entre guillemets, de ces eaux et d'autre part, vraiment une vision territoire et utilisateur. Quel enjeu il y a pour vous à penser ce type de projet à l'échelle territoriale et en prenant en compte dès le départ en fait, les partenariats qui seront nécessaires à sa mise en place? Nathalie, tu veux peut-être démarrer? Je le disais, encore une fois, on est implanté déjà largement sur le territoire. On a des prolongements de lignes qui voient le jour régulièrement. Et donc, on est quand même un peu sur un point de non-retour. Je ne vous apprends rien sur les sujets climatiques et ce salon est l'occasion de voir tout un tas de belles opportunités de pouvoir mener des actions. Aujourd'hui, cette eau, elle représente un volume considérable qui finalement, quelque part, est une contrainte pour la RATP puisqu'il faut l'évacuer, il y a un enjeu important. Et donc, d'où la nécessité d'aller voir les territoires, d'échanger en fonction des besoins. Eugénie citait quelques exemples qui ne sont pas forcément les mêmes que des usages que pourrait avoir la RATP, mais il y a tellement d'autres usages qu'on pourrait faire de l'eau non potable que c'est important de réfléchir à cette échelle territoriale et de voir comment est-ce que finalement peuvent se rencontrer l'offre et la demande si on positionne effectivement la RATP comme alors producteur, je ne sais pas, mais tout du moins collecteur de cette eau d'exor qu'on récupère dans nos ouvrages. Et côté territoire, est-ce que vous, c'est aussi des démarches que vous êtes habitués à mener, je dirais? Oui, en fait, dans la définition du schéma directeur d'eau non potable d'Est Ensemble, en fait, nous, on est gestionnaire d'assainissement, distributeur d'eau potable. On a un petit usage de l'eau non potable, du coup, pour l'hydrocurage de nos réseaux, mais après, on n'est pas gestionnaire de l'espace public et puis de tous les usages urbains qui peuvent être faits de cette eau. Du coup, on est obligé de travailler en partenaire avec les villes du territoire. Du coup, là, on travaille avec Bobigny, mais on a aussi d'autres ressources d'eau non potable sur le territoire sur lesquelles on travaille. On a le canal de l'Ourcq qui traverse le territoire et sur lequel on souhaite faire des prises d'eau pour mettre à disposition de l'eau non potable pour les communes à proximité et le réseau d'eau non potable de la ville de Paris sur la frange parisienne. Et du coup, c'est pour ça qu'on a besoin de mettre à disposition cette eau à des utilisateurs territoriaux et pourquoi pas après penser aussi à d'autres utilisateurs industriels. C'est des réflexions qui sont en cours. C'est vrai que ce projet s'inscrit dans un moment qui est particulièrement propice, je dirais, parce que d'une part, vous avez votre politique globale qui cherche à valoriser ces eaux non potables, et d'autre part, on est aussi tombé en plein projet de renouvellement urbain, ce qui a quand même facilité l'émergence, la concrétisation en tout cas. Est-ce que tu veux peut-être? Ouais, la concrétisation, c'est sûr. Du coup, un projet de renouvellement urbain, c'est vraiment des interventions extrêmement lourdes. Donc, on va favoriser le cadre de vie des habitants parce qu'on n'intervient pas pour rien. Mais du coup, inscrire un projet, ça va nécessiter des travaux. Donc, ça va permettre l'acceptabilité des travaux menés dans le quartier, de se dire que ça s'inscrit dans un projet beaucoup plus global. Donc voilà, il y a une temporalité où c'est vrai, on a un aménageur qui a été désigné cet été pour mener les travaux sur le quartier. Donc on est vraiment tombé au bon moment et le consortium avec la RATP est tombé au très bon moment. Oui. Et tu me fais une transition
formidable. T'évoquais le consortium, t'évoquais effectivement le sujet aussi d'acceptation des populations de ces eaux qui sont relativement méconnues encore. À quelle complexité, à quel défi majeur est-ce que vous avez dû faire face, vous, dans le montage et dans la création, je dirais, de ce projet, et comment est-ce que vous les avez surmontés ? Effectivement, on en voit quelques-uns à l'écran. On parle de les défis de la valorisation des eaux d'exor, mais ça s'applique aussi à n'importe quel défi de valorisation d'eau non potable d'une manière générale. Encore une fois, les eaux d'exor, nous, on réfléchit à les valoriser depuis très longtemps, mais se posait très clairement la question de la proximité de l'offre et de la demande, en tout cas du besoin au sein de la RATP, puisque globalement, nos activités de lavage les plus consommatrices en eau sont situées au sein de nos ateliers de maintenance, en bout de ligne, donc pas forcément là où on collecte aujourd'hui les eaux d'exor. Donc vous voyez quelques-uns des défis affichés sur cette slide. On a vite fait le constat qu'on n'arriverait pas tout seul à répondre à tous ces défis. Et on a cité le mot de consortium. Alors peut-être vous en parlez un peu plus. Ce consortium, il a été créé à l'initiative de la RATP courant 2023. Alors pas du tout en lien avec le plan eau. C'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. C'était de se dire, puisqu'on ne pourra pas répondre seul à tous ces défis, essayons de créer un consortium au sein duquel on réunirait des acteurs de l'eau, des collectivités, des acteurs de la réglementation, des acteurs de la recherche, des laboratoires de recherche, tout un tas d'acteurs de collectivités qui pourraient nous aider d'une part à identifier des nouveaux usages. Que faire de ces 8 millions de mètres cubes d'eau? Est-ce que quelqu'un est intéressé? Et puis finalement, comment est-ce qu'on pourrait mettre à disposition ces eaux, soit en réfléchissant sur l'innovation technologique, en réfléchissant sur aussi d'autres questions. Tu parlais d'acceptabilité, Ninon, mais c'est vrai qu'on a tendance en France depuis un certain temps à considérer les eaux non potables comme des eaux sales. Et donc cette notion de sale fait qu'il y a une sorte de réticence à vouloir les utiliser. Alors que je pense qu'on en est tous convaincus, non potable ne veut pas dire inutilisable, mais bien spécifiquement utilisable pour des usages qu'on aurait pu identifier. Donc ce consortium a été créé aussi pour lever des sujets plutôt réglementaires, de dire comment est-ce qu'on encadre l'utilisation de ces eaux qui ne sont pas potables pour garantir la santé sanitaire des riverains d'une manière générale, si on prend le cas concret du projet de Bobigny, mais de nos collaborateurs aussi en interne côté RATP. Puisque cette réglementation, en tout cas la réglementation existante aujourd'hui, ne parle pas spécialement des eaux non potables, mais plutôt des eaux pluviales. Alors depuis, ça a changé, puisque le plan eau du président de la République est passé par là. Plusieurs décrets sont sortis, notamment en août 2023 et en juillet 2024, sur tout ce qui est réutilisation des eaux usées traitées, ce qu'on appelle aussi maintenant les eaux non conventionnelles. Je crois que l'Agence régionale de santé, enfin plutôt la Direction générale de la santé appelle ça les EICH, donc eau impropre à la consommation humaine, qui veut dire globalement eau non potable. Donc tout un tas de terminologies et de vocabulaire qui sont apparus ces derniers temps, mais qui, pour le coup, nous, côté RATP, ne nous aident pas énormément, puisque ne traitent pas de ce sujet des eaux d'exor. Donc on a cherché aussi à relever ce défi-là plutôt en interne, et on a eu un soutien très important, et je pense qu'on pourra en reparler aussi après, des questions de validation de ce genre de projet, ce type de projet pour aller plus loin. Mais en tout cas, on cherche encore aujourd'hui à travailler sur ces sujets plutôt réglementaires avec le soutien de notre président Jean Castex. Et de votre côté, Eugénie, vous êtes plutôt un petit, entre guillemets, territoire. Néanmoins, je crois que malgré cette taille, il y a quand même eu aussi des complexités. Oui, tout à fait, notamment sur la gouvernance du projet. Là, pour vous dire, rien que sur un tout petit projet comme ça, d'installation d'une borne d'eau non potable et d'une petite rivière urbaine, on est déjà 5 acteurs. Donc il y a nous, au public par Est Ensemble, qui allons distribuer l'eau non potable, la RATP, chez qui on va collecter les eaux non potables. Il y a la ville qui va avoir une rivière urbaine à gérer. Il va y avoir Est Ensemble qui a la maîtrise d'ouvrage du projet d'aménagement et du coup d'inclure les travaux de valorisation des eaux d'exor dans le projet d'aménagement, et récemment la désignation d'un aménageur. Du coup, ça fait une multitude d'acteurs. Il faut essayer de se mettre tous ensemble autour de la table, comprendre qu'on a un enjeu qui est commun pour y aller. Mais pour le coup, c'est vrai que sur ce projet-là, en tout cas, les planètes se sont plutôt bien alignées parce qu'on y est allé. Justement, qu'est-ce qui vous a permis de parvenir à embarquer, à convaincre, à mobiliser autour de ce projet? Est-ce que vous seriez en mesure d'identifier un facteur clé de succès, entre guillemets?
Déjà, je pense qu'effectivement, alors sur ce projet en particulier, Eugénie le dit très bien, les planètes étaient très bien alignées. Parce que si on n'avait pas eu ce vaste projet de réaménagement urbain, ça aurait été évidemment beaucoup moins entendable d'aller tout casser pour aller faire passer des tuyaux. Cela étant, d'une manière générale, sur les projets de valorisation des eaux non potables, nous, c'était un sujet qui était ancré au sein de notre ADN et de notre politique RSE. Donc, il n'y a pas eu de difficulté particulière à pouvoir pousser le fait de vouloir approcher des collectivités notamment. Et encore une fois, notre PDG a été très aidant parce qu'il a pris lui-même attache avec les maires de plusieurs collectivités sur lesquelles on avait identifié des opportunités. Donc, c'est peut-être un signal fort aussi pour dire que si la direction n'est pas impliquée à un haut niveau de mobilisation, de décision, c'est forcément moins facilitant. Ouais, moi je rejoins complètement ce que dit Nathalie. Hein. Du coup le plan, enfin le schéma directeur de non potable d'Est Ensemble depuis 2018. Donc c'était des grandes lignes, des volontés politiques. Mais là, une opportunité avec ce renouvellement urbain. La RATP qui au même moment réfléchit à ça. Donc c'est vraiment un timing parfait. Mais voilà, les réflexions étaient présentes, la volonté politique était bien présente et affirmée. Et du coup, quand il faut y aller, on y est allé, quoi. Un des enjeux majeurs de ce projet, et vous commencez peut-être à le percevoir, c'est évidemment le financement. Puisque qui dit projet multi-acteurs dit répartition du financement à prévoir. Comment est-ce que... et par ailleurs, on est là sur un projet qui est une innovation à plusieurs points de vue et donc sur lequel on n'a pas de REX particulier à présenter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous avez réussi à aller chercher les financements et à mobiliser finalement ces financements, des financements issus de multiples parties prenantes autour de ce projet ? Le sujet du financement, c'est toujours un sujet un peu complexe. Je pense que c'est important ce que tu viens de dire. C'est effectivement un projet sur lequel on n'a absolument aucun REX, parce que ça n'a jamais été fait. Donc c'est un peu difficile. Au démarrage, on a vraiment avancé à tâtons sur combien ça coûte, qu'est-ce que ça représente. Il y a quand même beaucoup de temps humain derrière, puisque beaucoup de parties prenantes impliquées, comme les a citées tout à l'heure Eugénie. Donc c'est vrai qu'on a avancé un peu à tâtons. Cela étant encore un signe que les planètes étaient bien alignées, on s'est inscrit dans un calendrier qui était favorable pour déposer un dossier de demande de subvention européen. Je crois que c'était affiché sur la slide d'avant, donc dans le cadre du programme LIFE. Mais ce calendrier a fait aussi que du coup, toutes les parties prenantes que l'on est, on a tous dû se mobiliser énormément pendant cet été, notamment puisque le dossier était à remettre pour début septembre. Donc c'est un sujet. Enfin, le sujet du financement est effectivement une vraie interrogation. Je pense que plus on avancera, plus on arrivera aussi à préciser, à consolider les chiffres et les estimations, les hypothèses. Il y a beaucoup de choses qui varient encore. Le prix de l'eau, notamment. Aujourd'hui, il est encore stable depuis un certain nombre d'années, mais on le sait, et ça avait d'ailleurs été annoncé par le président de la République. On va vers une évolution de la tarification. Donc tout ça aussi va rentrer en ligne de compte dans nos calculs de temps de retour sur investissement, dans l'estimation des travaux, dans toutes les hypothèses qui sont prises. Et peut-être pour compléter, j'insiste peut-être, mais l'opportunité d'un projet de renouvellement urbain qui va déjà investir une somme assez conséquente dans l'aménagement des espaces publics. Et du coup, nous, on vient rajouter une composante, mais du coup, on n'a pas dû mobiliser pour trouver des financements pour tout réaménager, quoi. Il y avait déjà une dynamique dans laquelle on s'est inscrite. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a aussi une acceptation de la part de nos différentes directions pour investir sur ce projet. Moi, ce que je retiens quand même, c'est que finalement, dans le cadre de projets d'innovation, comme celui dont on est en train de parler, multi-parties prenantes avec des acteurs privés, des acteurs publics, aujourd'hui, il y a quand même encore une question d'opportunité, une question de calendrier, presque de chance finalement, dans cette fameux alignement des planètes, avec néanmoins... notamment à travers cet appel à projet européen LIFE, des facilitations finalement qui permettent la concrétisation de ces projets-là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette... Oui, pour le cas présent de Bobigny, mais je pense d'une manière générale, ce n'est pas forcément le cas. Enfin, aujourd'hui, nous, on a engagé côté RATP tout un tas de dialogues avec d'autres collectivités sur des projets qui sont nettement moins ambitieux que celui de Bobigny, certes, mais sur lequel on n'attend pas forcément un facteur chance pour pouvoir, je l'espère, aboutir à des concrétisations très opérationnelles de valorisation des eaux non potables. Donc je pense que sur un projet d'une telle envergure, effectivement, ça relève presque effectivement de la chance que tout ait pu se goupiller comme ça, mais en même temps, je pense que toutes les
parties prenantes qu'on est, on a beaucoup œuvré aussi pour que ça fonctionne. Donc ce n'est pas qu'un facteur chance. Ah non, ça c'est sûr. Mais il y a eu énormément de travail derrière tout ça. Mais par contre, je pense qu'effectivement, nous, on a à cœur à développer d'autres projets de ce type. Alors, des bornes eau, certes, pour les collectivités, mais on a aussi beaucoup d'échanges avec d'autres industriels, type Vinci, la SNCF, etc., pour voir comment est-ce qu'on pourrait concrétiser d'autres opportunités et qui seront peut-être moins complexes à mettre en œuvre. Est-ce que vous auriez aujourd'hui un conseil à partager ? Quel conseil finalement vous donneriez à des acteurs privés ou publics qui souhaiteraient s'engager dans une démarche de coopération territoriale telle que celle que vous êtes parvenu finalement à monter à l'échelle francilienne ? Alors, je ne sais pas si c'est un conseil, mais peut-être pour rejoindre ce que dit Nathalie, du coup, les enjeux eau sont quand même bien présents dans la tête de chacun. Donc, en fait, c'est des sujets qui ont été apportés à la réflexion depuis bien longtemps. Et du coup, ça fait qu'aujourd'hui, on a un soutien politique particulier et très primordial. Mais en tout cas, voilà, ça a fait son chemin quand même. Et du coup, voilà, pour moi, ce qui est hyper important, c'est d'avoir un soutien indéfectible de la hiérarchie. Quand on dit on y va et on met les moyens derrière pour y aller. Parce que malheureusement, si on n'est qu'un seul convaincu dans l'équipe, en fait, on ne va pas réussir à emmener tout ce monde. Et on s'est aussi doté de moyens. Enfin, moi, je souligne quand même les moyens déployés par la RATP pour nous accompagner sur ce projet, une expertise, une ingénierie financière, une ingénierie technique, avec une force de frappe assez impressionnante. Donc voilà, donc c'est quand même à souligner. Je ne vais pas répéter ce que disait Eugénie, mais je pense très clairement que tout ce qui est soutien de la direction et de la hiérarchie, c'est effectivement un facteur clé de succès. Et par ailleurs, il faut que ça soit aussi ancré dans les ADN respectifs des acteurs qui sont concernés, que ce soit nous dans le cadre de notre politique RSE ou les collectivités dans le cadre de leur politique territoriale. Donc ça, c'est effectivement un élément très important à mon sens pour pouvoir aboutir à ce genre de réussite. Et puis après, je pense qu'effectivement, on peut capitaliser sur ce que tu appelles la force de frappe de la RATP, mais qui ne fonctionne pas toujours comme ça. Des fois, c'est un peu plus long, les processus décisionnels sur certains sujets. Mais voilà, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut que ce soit que des gros acteurs et avec des collectivités qui se rencontrent pour pouvoir essayer de travailler des projets d'économie circulaire, de valorisation des eaux ou d'autres choses. Il y a de la place pour tout le monde, il y a beaucoup de choses à faire pour tout le monde parce que l'urgence est là, on le sait déjà, donc il n'y a pas de raison de ne pas se lancer. Merci beaucoup à toutes les deux pour ce partage d'expérience. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, monsieur. Bonjour. Allô, oui, bonjour. Thibaut, j'ai deux questions, une un petit peu anecdotique, et je vais commencer par celle-là. La fameuse borne à Bobigny pour les usagers, est-ce que c'est payant ou est-ce que tout le monde peut venir et prendre son eau non potable pour laver sa voiture, par exemple ? Non, pour l'instant, ce sera dans un premier temps réservé aux collectivités, donc la ville, le PT Est Ensemble pour l'hydrocurage des réseaux, le département pour des usages vraiment très particuliers. On pense éventuellement ouvrir à des industriels, mais voilà, faut aussi mettre en face la capacité à fournir de l'eau en continu. Et par contre, ce sera très certainement payant parce que du coup, on a quand même besoin d'un modèle économique dessus. Ça va être des investissements assez lourds. Il va y avoir aussi des coûts d'exploitation qu'on ne peut pas ignorer. Donc, on va définir un prix qui n'est pas encore défini pour le moment, mais il y aura paiement de cette eau, oui. Okay. Parce qu'effectivement, c'est une des complexités de ce projet, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de marché pour cette eau-là. Il n'y a pas de prix du marché pour cette eau-là. L'eau déjà potable est vendue à un prix dérisoire. Oui, et je pense qu'il faut compléter. Sur ce sujet spécifique des eaux d'exor, il faut peut-être rappeler que nous, côté RATP, on n'a pas vocation à devenir fournisseur d'eau et donc à facturer de l'eau, mais peut-être plutôt le service rendu de mise à disposition de l'eau. Donc c'est en ça qu'il y a tout un modèle économique à construire, au-delà de ce que pourra concrétiser le territoire en termes de prix de revente à des industriels. Mais il y a tout un modèle à construire encore sur lequel on est en train de plancher aussi pour voir à ce que tout ça soit bien équilibré pour tout le monde dans un contexte où effectivement le coût de l'eau potable n'est pas du tout compétitif. C'est pas... Et peut-être pour rebondir aussi sur votre question en complément de ce que disait Eugénie, l'ouverture aux particuliers sur ce type de projet, elle est quand même un peu complexe dans la mesure où on n'a pas d'idée de ce que feraient les particuliers avec cette eau. Alors bien que cette borne soit bien identifiée comme étant de l'eau non potable,
il y a aussi un enjeu derrière de s'assurer qu'il n'y ait pas de dérive et que cette eau puisse pas être consommée ou autre, parce que bien qu'elle soit propre, elle n'est pas potable. Donc ouvrir à des particuliers, ce serait, je pense, perdre un peu la maîtrise de ce qu'on fait avec cette eau et donc peut-être exposer à d'autres sujets de risque ou autres. Super, très clair. Et bonne transition pour ma deuxième question. Quand on parle de dialogue des parties prenantes, il y a le consommateur ou l'usager de la RATP ou les personnes qui habitent à Bobigny. Est-ce qu'il y a eu une communication qui a été faite auprès de ces habitants qui... parce que moi, perso, je trouve que c'est une super initiative et j'étais ravi de l'entendre. Mais est-ce que les habitants de Bobigny vont savoir tout le... Oui, il y a tout un volet de sensibilisation, de communication. On n'y est pas encore, on n'a pas encore débuté les travaux, mais évidemment, ils seront informés, notamment pour la rivière urbaine, pour les différents usages qu'ils en feront, pour sensibiliser sur les enjeux d'eau. Enfin, c'est une des thématiques de mon service, et vraiment, c'est un enjeu fort et on l'a clairement identifié. Et ne serait-ce qu'il y aura aussi des phases de concertation pour la programmation et l'aménagement de la rivière urbaine. On est pile poil dans les temps. Je pense qu'il y a quelqu'un qui intervient après nous. Donc on va le laisser ou la laisser s'installer paisiblement également. Merci à tous pour votre attention. Merci. Si vous souhaitez... Merci. Si vous souhaitez échanger avec Bartol, nous sommes sur le stand de 232 au 3e étage. N'hésitez pas à passer. Vous êtes les bienvenus à tout moment de la journée. Peut-être que Nathalie et Eugénie seront là au moment où vous passerez. Mais je ne sais pas si elles restent toute la journée ou pas. En tout cas, voilà, vous êtes tous les bienvenus. Et il y a beaucoup d'autres conférences, ateliers et tables rondes auxquelles on participe aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas également à consulter le programme. Merci à tous.